Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la règle de l'inverse de la focale. La semaine dernière, il y avait une question de Nelly sur le changement d'objectif. Changer de l'objectif change-t-il les réglages de votre appareil photo? Et pour répondre à cette question, j'avais notamment évoqué cette règle de l'inverse de la focale. Et en commentaire, donc, Paul Position notait très justement la règle, entre guillemets, de l'inverse de la focale. S'entend pour un full frame, il faut donc appliquer le facteur de crop dans le calcul. Et il donne un exemple, on va revenir dessus. Cette remarque est tout à fait pertinente et nous allons donc voir le principe de la règle de la focale, on va détailler un petit peu tout ça, on va l'expliquer, on va le nuancer aussi et on va voir aussi ensemble un contre-exemple. Pour commencer, je tiens à rappeler que je réponds de plus en plus et bien volontiers aux commentaires, que ce soit ceux qui sont postés sur la chaîne YouTube ou dans le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas, sachez qu'au niveau du groupe Facebook, il y a en fait deux groupes Facebook. Il y en a un qui est réservé à mes élèves, ceux qui suivent mes formations, pour lesquels je réponds d'une manière individualisée. Et puis il y a aussi un groupe qui est plus ouvert, auquel vous pouvez accéder, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, dans lequel je réponds d'une manière collective, de manière à ce que les réponses puissent profiter à l'ensemble de la communauté. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans tous les cas, ce sera bien volontiers que j'y répondrai. Sachez aussi que si vous avez besoin de précision sur les réglages de base en photographie, je vous mets un lien dans la description et dans la petite bulle par ici pour accéder à la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet et qui détaille les principaux réglages de prise de vue quand on débute en photographie. Revenons donc à cette fameuse règle de l'inverse de la focale. De quoi s'agit-il exactement? Le principe général, l'idée, la finalité, c'est d'éviter les flous de bouger. Les flous de bouger, c'est les flous que vous allez faire ou que l'appareil photo va faire au moment du déclenchement, au moment où vous faites la photo, et qui vont faire que l'ensemble de l'image va être flou. À distinguer du flou de mouvement qui est dû au mouvement du sujet qui lui se déplace trop rapidement pour que l'appareil puisse immobiliser son mouvement et avoir une image nette. Donc le flou de bouger, c'est le flou qu'on fait au moment du déclenchement, lorsque l'appareil photo bouge quand on déclenche. Dans ce commentaire, Paul Position a très justement mis le mot règle entre guillemets, parce que c'est difficile de parler de règles parce que ce n'est pas quelque chose d'absolu, ça n'est en tout cas pas une règle mathématique, c'est plutôt un moyen mémotechnique pour savoir si, à la louche, vous êtes dans les clous au niveau de la vitesse et si vous ne risquez pas un flou de bouger. Concrètement, l'idée, c'est d'utiliser une vitesse suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas de flou de bouger au moment de la prise de vue. La règle donc de l'inverse de la focale dit que si vous avez un objectif qui fait, mon appareil photo était coincé dans le tiroir. Si vous avez un objectif qui va jusqu'au 55 mm, quand vous êtes au 55 mm, vous devez utiliser une vitesse qui sera au maximum de 1 divisé par 55, soit 1/55e de seconde. Si on utilise un objectif qui est plus long, ici par exemple un 55-250, si je l'utilise au 250 mm, je vais devoir utiliser une vitesse qui sera au minimum de 1/250e de seconde pour que mon image soit nette. Alors pourquoi? Si vous visez un ballon à 1 mètre, si vous avez un objectif qui est relativement grand angle, même si vous bougez un petit peu, l'image sera nette. Par contre, si vous prenez le même ballon et que vous le positionnez non pas à 1 mètre, mais une centaine de mètres, hop, donc en imaginant qu'on zoome dessus, eh bien, le moindre tremblement va prendre de l'amplitude et du coup, ça va trembler. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en utilisant, je vais d'abord me mettre au 55 mm. Tac. Je vais me mettre en position vidéo, je zoome, je vais le tenir à une seule main et je vais zoomer sur les livres qui sont sur la cheminée pour que vous voyez le résultat. Donc là, je le tiens à une seule main, je tremble un petit peu, mais globalement, j'arrive à rester à peu près cadré sur les livres qui sont en face. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais au 250 mm. Donc en zoomant à fond, avec un objectif beaucoup plus long. Je zoome. Je refais la même opération. Je vais cadrer sur le livre qui est en haut. Excellent ouvrage au passage. Voilà, je fais la mise au point dessus. Voilà. Et là, vous voyez que les mouvements sont beaucoup plus comment dire, amples et c'est beaucoup plus difficile de rester cadré dessus. Alors plus je vais être stable,
Voilà. Plus j'aurai une position qui sera stable, plus mon image sera stable. Et plus mon image sera stable, moins j'aurai de risque de flou de bouger. Là, je vous le montre la version vidéo, mais le principe va être le même en photo. C'est-à-dire que plus votre... Oh, c'est rigolo ça. C'est marrant, l'autofocus en fait patinait et ça nous est tourné l'appareil photo. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est super marrant. On dirait un R2D2 pour Noël. Super. Le principe, pour éviter ces flous de bouger, reste donc de ne pas descendre au-dessous de l'inverse de la focale. Un 50e avec un 50 mm, un 200e avec un 200 mm, un 500e avec un 500 mm, et ainsi de suite si vous avez les moyens de vous acheter au-delà. Maintenant, on va essayer de nuancer cette règle de l'inverse de la focale. Alors déjà, la première chose, c'est ce que rappelait très justement Paul, c'est que la règle s'entend pour un full frame, c'est-à-dire un appareil photo qui a un capteur plein format. Mais il faut appliquer un facteur de crop. Un facteur de crop, c'est un facteur de recadrage de 1,5 ou 1,6 pour les APS-C. C'est-à-dire qu'il y a des appareils photo qui n'ont pas un capteur plein format, mais un capteur qui est un peu plus petit. Celui-ci, c'est un appareil photo avec un capteur APS-C, donc un peu plus petit qu'un plein format. Un objectif de 300 mm monté sur un appareil photo avec un capteur APS-C Canon, donc qui a un rapport de grossissement de x1,6, ne sera pas un 300 mm, mais donnera l'équivalent d'un 300 x 1,6, soit un 480 mm. Ce qui voudrait dire qu'avec un 300 mm, si je veux utiliser la règle de l'inverse de la focale, je ne fais pas 1 divisé par 300, mais 1 divisé par 300 multiplié par 1,6 sur un appareil photo Canon, ou 1 sur 300 multiplié par 1,5 sur un Nikon ou équivalent, et 1 divisé par 300 multiplié par 2 sur un capteur 4 tiers. Dans l'absolu, c'est complètement vrai. Après, on va relativiser aussi une deuxième fois. C'est-à-dire que la plupart des appareils photo ont ce qu'on appelle un stabilisateur optique. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez les Canon, c'est les Canon IS. Je ne connais pas toutes les abréviations de toutes les marques, mais en gros, la plupart des objectifs maintenant sont stabilisés. C'est-à-dire que la stabilisation, c'est quelque chose qui fait que l'appareil ou l'objectif ou le boîtier vont, vont absorber les vibrations de manière à éviter justement ces flous de bouger. Alors encore une fois, ça n'a aucune incidence sur les flous de mouvement. Hein. Le gamin qui court, il sera flou pareil si votre vitesse est trop basse. Par contre, si vous photographiez quelque chose de stable, enfin d'immobile, et que vous utilisez le stabilisateur, vous verrez que l'image va être plus stable puisque ça va absorber les vibrations, ça va absorber vos mouvements. On va refaire la même manip que tout à l'heure en mettant donc là j'ai toujours le stabilisateur, je fais ma mise au point, tac, je vais enregistrer, je fais ma mise au point donc sur les livres en face, tac, et là j'ai le stabilisateur. Maintenant je vais enlever le stabilisateur. Alors pour que ce soit pertinent, je vais faire avec le stabilisateur juste avec une seule main, où je ne suis pas très stable, voilà, et j'enlève le stabilisateur. Voilà. Et là, on voit que tous mes tremblements sont beaucoup plus visibles. Je remets le stabilisateur. Je tremble toujours, mais vous voyez que l'appareil, il absorbe quand même pas mal les vibrations et donc il absorbe ces tremblements. Donc, oui, le facteur de recadrage va faire qu'on devrait modifier la règle dans un sens, c'est-à-dire que 1 200e de seconde, il faudrait être à 1 300e parce que ça multiplie par 1,5. Mais d'un autre côté, on va gagner un diaph, peut-être même 2, c'est-à-dire une vitesse, voire même 2 vitesses, grâce à la stabilisation. Donc, un coup dans un sens, un coup dans un autre, on va dire que plus 1 moins 1 égale 0, et qu'au final, on s'y retrouve un petit peu. Ça, c'est le premier point, donc on peut relativiser un petit peu cette règle, même si grosso modo, vous ne cassez pas la tête, appliquez-la d'une manière simple, parce que ça donne non pas une valeur juste, mais un ordre de grandeur, certes approximatif, mais qui permet de savoir si à la louche vous êtes dans les clous. Et c'est bien l'essentiel parce qu'il faut aller vite, on n'a pas le temps de faire un devoir sur table quand on est l'œil dans le viseur, quand on est en prise de vue et qu'on doit saisir l'instant. On a nuancé, on va maintenant donner un contre-exemple, puisque l'idée d'utiliser cette règle de l'inverse de la focale pour obtenir une image qui va être nette, sans flou de bouger en tout cas, elle est intéressante quand on a un sujet qui est immobile et qu'on cherche à immobiliser le mouvement du porteur de l'appareil photo, le mouvement du boîtier.
Maintenant, dans le cas par exemple d'un fond filet, le fond filet c'est quand on suit un sujet en mouvement, on ne va pas chercher à avoir la vitesse la plus rapide possible. On va chercher à avoir une vitesse qui soit suffisamment rapide pour pouvoir immobiliser le sujet que l'on suit. Mais comme on est en mouvement, on veut garder ce mouvement et faire en sorte que l'arrière-plan, lui, soit flou. Et pour ça, il va falloir utiliser une vitesse qui ne corresponde pas nécessairement à la longueur de la focale, qui ne soit pas l'inverse de la focale, comme la règle le précise, mais qui soit suffisamment basse pour que l'arrière-plan soit flou. Alors tout ça, je vous le détaille dans une autre vidéo sur le fond filet. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le fond filet, je vous invite à suivre cette petite vidéo. Je mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez tout savoir sur mes méthodes de prise de vue, je vous invite là aussi à suivre ma formation qui se trouve par ici et je vous mets un lien également dans la description de la vidéo. Voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite dans les commentaires, ici ou sur le groupe Facebook pour une nouvelle question.